Merci. Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Togo, crise foncière, la justice complet sous bouc émissaire. C'est le thème de cette semaine. Et nous en parlons avec trois invités. Komla Seignanou Akpabli, il est administrateur, diplômé de l'Université de Nanterre en France. Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau de Lomé. Et docteur Théo Bito, conseiller et enseignant-chercheur des universités. Il est un duplex de New Orleans aux États-Unis. Il est d'ailleurs en duplex. Docteur Théo, vous n'avez pas eu la parole sur la dernière question avant la pause. Pour vous, comment fait-on pour appliquer donc ce que le président de la Cour suprême dit très rapidement? Est-ce qu'on le reçoit? Non, nous n'entendons pas. On va essayer donc de régler du côté de la technique, oui, ce qui ne va pas au niveau du son. On va continuer le débat ici en studio. Est-ce que vous nous recevez, vous? Oui, moi, vous nous recevez apparemment, mais nous ne vous recevons pas ici au plateau. On va essayer. Allô, docteur? Allô? Ben, on va essayer donc de vous récupérer. Le temps donc de passer la parole à nos invités ici. Nous, on a longuement parlé de l'applicabilité de la sortie du président de la Cour suprême. Mais l'impression générale que donne cette situation, c'est que les litiges fonciers sont liés à la justice. Est-ce que ce sont les magistrats qui créent, entretiennent ou qui amplifient les litiges fonciers finalement? Et tout ce que moi je sais, c'est que dans la magistrature togolaise, il y a par exemple des magistrats et des magistrats en fait. Quand je dis des magistrats et des magistrats, les gens me posent souvent la question, pourquoi des magistrats et des magistrats? Il y a certains magistrats, quand ils prêtent serment, c'est pour rendre la justice au nom du peuple togolais en fait. Mais quand ils arrivent au niveau à la justice, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils préfèrent plutôt penser à eux-mêmes avant de penser à leur travail en fait. Je pense que beaucoup de personnes comprennent ce que je suis en train de dire en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de rendre la justice, au lieu de rendre la justice comme le dit la loi, voilà, ils pensent à eux-mêmes quoi. Ils pensent à eux-mêmes. Même dans tous les corps de métier, il y a des administrateurs et des administrateurs. De même, Oui. il y a des avocats et des avocats. Oui, mais quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de magistrats, il y a beaucoup de magistrats véreux. Voilà, ils voient les choses comme ça, comme les choses se présentent, mais ils passent toujours par le truchement. Maître, tout ça, vous êtes auxiliaire de justice, vous êtes en contact avec les magistrats tout le temps. Je ne suis pas auxiliaire de justice, je suis acteur de ouais, la justice. voilà. Au même titre que les magistrats. Écoutez, bon, ce débat, il est vieux comme le monde. Les juges sont d'abord et avant tout des êtres humains. Et comme dans tout corps ou toute communauté humaine, il y a des brebis galeuses. Donc il ne s'agit pas d'aller porter l'opprobre sur une profession très noble qui comporte chez nous des gens d'une vertu professionnelle inattaquable, qui font au quotidien un travail titanesque dans des conditions laborieuses et parfois infra-humaines, parce que on le voit tous les jours, des juges qui doivent venir à la mise en état avec plus de 200 dossiers, 300 dossiers, qui commencent l'audience à 8 heures et qui la finissent à 16 heures, des juges qui doivent, au péril de leur tranquillité domestique, emmener des dossiers à la maison pour pouvoir rédiger des jugements dans des conditions qui sont totalement insatisfaisantes. Avec leur propre ordinateur.
oui, bon, quand ils en ont, qui fonctionnent. Bon, s'ils ne l'achètent pas, tant pis pour eux. Ils sont obligés de faire des manuscrits que le greffier va décrypter, un peu comme Champollion, la pierre de Rosette. Et puis, bon, voilà, vous avez des magistrats qui exercent ce métier dans des conditions tellement misérables que, en fin de compte, ils deviennent vulnérables. Alors, quand on vient me dire, il y a des magistrats véreux, je dis, donnez-nous des magistrats qui travaillent dans des conditions convenables et vous aurez des juges à la vertu. Irréprochable. Irréprochable, c'est toujours de demander trop à l'être humain, d'accord? Mais aucune œuvre humaine ne peut être exempte de reproches, mais au moins ils vont essayer de travailler Ce n'est pas en toujours ayant. vrai d'opposer les conditions de travail et la... Ah non, ce n'est pas ce que je suis en train. l'intégrité Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. doit Oui, bien sûr. Alors, mais vous savez quoi? C'est simple. On dit tout le temps. Innocent les mains pleines ou comment dire c'est Kant qui disait qu'ils n'ont pas les mains sales parce qu'ils n'ont pas de mains. D'accord? Bon, quand jamais vous n'avez été confronté à la tentation, forcément vous n'avez jamais mordu aux fruits défendus parce qu'on ne vous l'a jamais présenté. Donc il faut vraiment ici, parce que c'est une parole publique, qu'on fasse attention à ne pas jeter l'anathème sur une profession qui gagne à être respectée et considérée dans ce pays. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est un troisième pouvoir, et ce troisième pouvoir, il s'exerce dans des conditions, à mon avis, de délabrement total. Ce que vous dites, non, attendez. Ça contraste avec la sortie du président de la Cour suprême, quand lui-même, c'est lui qui vient reconnaître qu'il y a des problèmes au sein de la justice. Je viens de dire il y a des problèmes au sein de la justice, comme il y a des problèmes dans tous les corps. Oui, mais et dans l'armée aussi. Il vient le dire. Mais attendez. Est-ce qu'il ne donne pas raison à tous ceux qui vont critiquer demain des décisions de justice? Disons qu'en venant le dire, il a enfoncé une porte ouverte. Tout le monde le sait. C'est comme dans l'armée, il y a une cour martiale pour juger le comportement de militaires déviants. Donc dans la cour martiale, ne comparaissent devant la cour martiale que des militaires qui ont un comportement qui est contraire à leur règlement. Donc devant les juridictions les instances du Conseil supérieur de magistrature comparaissent des magistrats qui ont été trouvés en délicatesse avec leur code de déontologie. De la même façon, pour ma profession, le Conseil de l'ordre arbitre et connaît des déviances commises par des avocats. Donc, quand il y a ce genre de situation, ne venons pas dire il y a des magistrats véreux, c'est la raison pour laquelle il y a des conflits fonciers qui ne terminent pas. Non, ce que j'ai dit. Non, mais enfin, vous ne le dites pas, mais oui. beaucoup de gens voilà. le disent et parfois le sous-entendent. Et c'est la raison pour laquelle, d'emblée, je voudrais que la chose soit clarifiée pour qu'on ne fasse pas un débat complètement à côté du sujet. Le sujet principal, c'est que nous sommes confrontés, et ça c'est un malaise national, à une crise du foncier. Et cette crise du foncier, elle est faite de beaucoup d'ingrédients, de toutes sortes, y compris même les mauvais jugements, y compris même les mauvaises décisions administratives des services cadastraux et de la conservation foncière, y compris même l'ignorance de certains justiciables. Oui, et de certaines chefferies locales. Donc on a tout ça qui est interpellé à la fois. Donc il s'agit, lorsque, à la faveur de l'exécution de certains jugements, certaines décisions de justice, qui sont porteuses de conflits, de voir comment faire pour en fait désamorcer les bombes sociales. C'est de ça qu'il s'agit et pas d'autre chose. Donc il ne faudrait pas venir dire ici que parce que le titre justice complice ou bouc émissaire, elle n'est ni complice ni bouc émissaire. Les conflits fonciers existent de tout temps. Et j'ai dit tout à l'heure que, vous savez, aujourd'hui, le conflit israélo-arabe, qui est potentiellement la source d'une troisième guerre mondiale, c'est une question de terre et d'occupation de terre. Donc, ayons conscience que chez nous aussi, la paix sociale et la paix nationale dépendra du règlement des problèmes fonciers. Alors, quel est le rôle
que les autres acteurs de justice jouent dans l'enlisement de la situation. Je veux parler des huissiers, des avocats. Est-ce que vous ne contribuez pas à jeter de l'huile sur le feu? Bien entendu, que... oui. Attendez, est-ce que vous, alors quand vous dites vous, le vous, je voudrais un peu qu'il lui soit donné un peu plus de chair. Vous, les avocats, oui, parce que les avocats portent souvent la cause de justiciables qui viennent les saisir de leur désarroi devant des situations qui légalement posent problème. Alors quand je suis avocat ou je fonctionne dans ce cas-là comme un médecin, on vient me dire j'ai le corps fiévreux, j'ai le sol fiévreux, hein, c'est un peu ça ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que la terre sur laquelle je pose mes pieds, en ce moment, elle est en train de bouillonner. Alors je voudrais que vous me permettiez d'éteindre le feu pour pouvoir reposer mes pauvres os et mes enfants. Alors, forcément, saisi de cette cause, j'examine, et si je constate que, effectivement, dans ce qu'il m'est présenté, il y a suffisamment d'éléments pour défendre des prétentions juridiques défendables, mais je porte la cause en justice. Alors on ne va pas venir dire c'est à cause des avocats qu'il y a des conflits fonciers. Non, pas du tout. Il y a des conflits fonciers parce qu'il y a des oppositions de droit, il y a des conflits de prétentions et qu'il faut arbitrer par la lucidité du juge. Et la lucidité du juge, parfois, et c'est vrai, elle s'accompagne de la lumière que les avocats apportent. Et chaque avocat, dans son rôle, assumant la défense de son client, apporte sa lumière pour que le droit soit dit, à condition qu'il soit dit correctement. Et c'est là où parfois il y a des problèmes. Mais il ne faut pas être fâché de diverger, même avec la décision du juge. Et c'est la raison pour laquelle il y a le recours en appel, et c'est la raison pour laquelle, même quand la décision de la Cour d'appel n'est pas satisfaisante, on va devant la Cour suprême, et que c'est seulement devant la Cour suprême parfois qu'après avoir essuyé deux échecs, on gagne enfin sa cause. Alors vous voyez que finalement, c'est la faute des avocats ou c'est la faute des magistrats? Quand un magistrat me donne tort sur un conflit foncier ou sur n'importe quel conflit, je ne dis pas qu'il est mauvais. Je saisis une juridiction au stade supérieur, et si la décision du premier juge est confirmée, je vais à la Cour suprême en instance de cassation, et si raison leur est donnée totalement, je m'incline. Et parfois, vous saisissez les occasions de ces recours pour faire du dilatoire, surtout en matière foncière. Écoutez, vous saisissez... oui, alors, attendez. Et c'est là où votre interpellation est intéressante. Parce que c'est vrai. Et je le dis, mais prenez-le avec toute la candeur dont je suis capable. Les dossiers fonciers devraient être traités peut-être avec plus d'attention, et c'est vrai que la solution proviendrait peut-être de la création d'une chambre spécialisée pour les affaires foncières, pour qu'on dégage ce contentieux qui hypothèque l'activité judiciaire, au moins, disons, en première instance, à près de 80%. Justement, il y a un chapitre prévu à cet effet. On va tenter de voir si nous avons retrouvé docteur Bito. Docteur, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, je disais, je fais d'abord, je renouvelle encore ma précision. J'ai dit que ce débat auquel j'ai accepté d'assister, portait sur la déclaration du président de la Cour suprême. Je n'ai pas connaissance du background. Comment on dit background? C'est-à-dire que les décisions en cause sont d'une manière ou d'une autre contraires ou ont été obtenues frauduleusement. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc, j'ai dit d'entrée de jeu que je ne fais pas du si, je fais du j'ai vu, j'ai entendu, je réagis. Donc, ma démarche, elle est constante dans cette je réagis sur ce qu'il y a, pas sur ce qu'il y aura. Donc, ceci étant. Alors, je ne sais pas par rapport au magistrat, je crois que je m'aligne totalement avec M. Sosa sur cette démarche-là. Et je l'ai dit plusieurs fois, nous devons faire très attention. La justice est un élément important. Vous savez, par exemple, en Afrique, il y a une raison pour laquelle quand les gens font les coups d'État, ils ne disent pas « je dissous la justice ». On dissout le Parlement, tout ça, là, mais personne ne dissout la justice. Tout à l'heure, on devient ami de la justice. On veut utiliser la justice pour résoudre les problèmes.
Et c'est même le non-respect des règles de droit qui amène même des fois au renversement des régimes. Nous avons le cas, par exemple, la Guinée, comment on l'appelle, Alpha Condé. Voyez-vous? Donc, je fais cette parenthèse pour vous dire que la justice est très importante. Quand je parle de la justice, je parle de tous ces acteurs. Personne, tous ceux qui tirent même sur la justice présentement, savent que sans cette justice, ils ne peuvent pas vivre dans une société. Ceci étant, nous devons faire très attention, mettre des gants quand nous discutons. S'il y a les problèmes de corruption, il y a les problèmes de comportement délicat des juges, le système a des mécanismes. Il suffit seulement, et ça je suis d'accord avec M. Sosa, avoir le courage d'appliquer les règles. Appliquer les règles. Si vous estimez qu'un juge X a un comportement anormal qui est contraire à la déontologie, appliquez-lui les règles. Mais vous savez, nous sommes tous d'une manière responsable de la situation de la justice. Mais ça, on l'a dit. J'ai maintenant une question précise pour vous, docteur Bito. Y a-t-il une solution juridique à la crise foncière? Vous avez répondu à certaines questions auxquelles je n'ai pas assisté. Je suis membre de ce plateau. Donc, je suis en train de faire le truc là. Je suis en train de remonter. Mais bon, pour l'histoire de temps, je vais suivre votre recommandation. Alors, j'ai déjà répondu à la question qui concerne l'implication des juges. Je crois que ce que je suis en train de développer me rentre dans cette logique. Je dis qu'il y a des mécanismes pour gérer la situation. S'il y a des juges qui contribuent à ça, il est facile de reconnaître le juge qui le fait et de le sanctionner. On le sanctionne et on rend public. Nous avons cette manière au Togo de régler les problèmes dans les couloirs. Quand il y a quelque chose, on ne veut pas, on dit qu'il y a la honte. Mais celui qui travaille dans la fonction publique travaille pour le public. Quand il trahit le public, on l'expose. Donc, s'il y a des gens qui estiment, qui voient, qui ont des preuves que des juges ont fait des choses, qu'on les introduise dans la procédure avec le truc là, le CSM, et qu'on les traduise, et qu'on les amène même plus loin, si cela se pose. Donc, nous pouvons régler ce problème-là. Les mécanismes de problème qui se posent au Togo actuellement existent déjà. Peut-être qu'ils peuvent être améliorés, mais ils existent déjà. Il ne faut pas aller chercher. Nous devons faire la différence entre le problème sociologique de cette situation et le problème juridique. Sociologiquement, c'est pénible, terrible, on ne peut pas accepter ça. Et le gouvernement doit intervenir. Juridiquement, est-ce que la décision qui a été rendue a été proprement rendue? Si elle a été proprement rendue, elle doit être exécutée. Mais il faut faire attention. Le juge n'exécute pas les décisions. Ce n'est pas le juge qui exécute les décisions. Le juge, lui, rend la décision. Un point, c'est tout. Ce n'est pas lui qui exécute. Donc, si on estime qu'il y a des problèmes, bon, il y a des mécanismes. Nous avons parlé de l'article 684 qui permet, par exemple, à l'État d'intervenir et d'arrêter la procédure, d'indemniser les gens. Si tout le monde dans le système, dans le couloir diplomatique, dans le couloir, faisait son travail, on n'aurait pas été ici. Chacun doit faire son travail. Et docteur Bito, on va évoluer dans le débat maintenant parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Si vous le voulez, Maître Sosa proposait tantôt, comme on l'a prévu, est-ce que c'est possible de créer un tribunal foncier pour pouvoir vider plus rapidement Oui. Vous savez, en France, il y a des pôles. Il y a des pôles en fonction des spécialités. On peut le faire. Mais est-ce que ça va changer quelque chose si les gens refusent d'appliquer les règles? Parce que ce n'est pas au Togo, ce n'est pas le problème des règles. Le juge qui veut décider, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de règles. C'est parce que quelqu'un prend le téléphone pour l'appeler, pour lui dire « Je suis ton supérieur » ou « Je suis ici, si tu ne fais pas, c'est comme ça ». C'est les menaces. Comment est-ce qu'on fait pour que le juge soit à l'abri de ces menaces, ces coups de fil, de ces comportements hors justice, de ces menaces? Et puis, Maître Sosa l'a dit, quand j'ai parlé de moyens, les gens pensent que c'est seulement... Il faut mettre le juge à l'aise. Il faut sécuriser le juge. Il faut lui donner les tests de son action. Et il faut qu'il soit bien traité financièrement. On ne peut pas. Quand le juge est là-bas, il est tenté comme tout le monde. Nous sommes des êtres humains. Le juge arrive à peine à mettre du carburant dans sa voiture. Il y a un monsieur qui vient avec un sac de 25 francs avec 10 millions. Je ne sais pas.
On peut être tenté, je ne dis pas que qui le font, mais ils peuvent être tentés. Donc, il faudrait que nous nous asseyons, c'est ce que j'ai dit, asseyons-nous, faisons des états généraux et discutons de comment nous voulons que notre justice fonctionne. C'est ça. On peut tout dire, on va faire 2 ans en parlant, discutant, à la fin nous aurons le même problème. On peut créer tribunal foncier, créer tout ce que vous voulez. À la fin on aura le même problème. On va commencer par répondre aux questions de nos téléspectateurs qui sont très très nombreux à vouloir vous poser des questions. C'est au 96 46 10 31. Je suppose que vous ne m'entendez pas. Non, je vous reçois. Vous vous reçoit au plateau 5 sur 5. Merci. Je crois que je repose mon propos. Oui, 96 46 10 31, le contact par lequel vous pouvez nous écrire, précédé de l'indicatif du Togo, plus 228, 87 46 10 31. Richard Tagba, notre fidèle de Cara, par exemple, nous écrit: je crois que relever des dysfonctionnements dans une institution de grande envergure et dont on a la charge en envisageant des approches de solutions participe non seulement à l'émergence d'une justice moderne défendue depuis plusieurs années, mais aussi et surtout, cela dénote du caractère honnête des acteurs. Il n'y a pas une autre vérité que celle relevée par le président de la Cour suprême. Pour autant, c'est d'accepter qu'il y ait une gangrène et procéder à l'assainissement du secteur judiciaire pour pacifier notre pays. Car, quoi qu'on en dise, et peu importe la procédure adoptée, il y a des brebis galeuses qui doivent être anéanties. Donc, du coup, je vous demande, M. Akwabli, comment fait-on maintenant? Dans quelles conditions on peut assister à l'érection d'un système judiciaire efficient en matière donc, de justice foncière? Comme M. Sousa vient de le dire tout à l'heure, d'abord, il faut que les juges aient les moyens de leur politique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre les juges dans les bonnes conditions pour travailler. Un juge qui est là, comme l'a dit notre interlocuteur d'Orléans, un juge qui est là, qui n'arrive pas à mettre de l'essence dans sa voiture et qu'à côté, quelqu'un lui tend un billet ou bien quelqu'un lui tend un sac de 20 millions, il préfère prendre ce sac de 20 millions-là et puis, voilà, passer outre, quoi, en fait. Bon, est-ce qu'on connaît les conditions des magistrats exactement? J'ai lu un article de presse dans la semaine attribuant un salaire quand même honorable aux magistrats. Hein. Un magistrat qui commence, on ne peut pas commencer par citer les salaires à ce niveau-là, mais je pense que les magistrats togolais ne sont pas trop payés, quoi, en fait. Écoutez, Maître Sosa, mais on va être très clair. Il ne s'agit pas de donner des détails que je ne connais d'ailleurs pas. Mais je peux vous dire une chose. Vous savez, c'est très facile de faire des comparaisons par rapport à d'autres pays. Mais alors, comparaison n'étant pas raison, allons-y quand même. Ça nous renseigne. Vous savez, il ne viendrait pas à l'idée d'un citoyen français de remettre en cause une décision de justice au motif que le juge aurait été corrompu par la partie adverse. Je vous explique pourquoi. Pour que le juge soit imperméable à toute tentation, il faut voir dans quelles conditions, même si il a fallu aussi que les magistrats français se battent pour avoir des conditions de travail et des conditions de vie meilleures, il faut savoir dans quelles conditions on le place. D'abord, tout magistrat, souvent un magistrat du siège, a un logement de fonction et ce n'est pas à lui d'aller chercher là où il doit vivre. C'est souvent son administration qui cherche le logement dans lequel il doit résider et ce logement, la plupart du temps, il est décent. Venons au Togo. Vous avez des magistrats qui sont envoyés dans des juridictions où on leur demande d'aller chercher eux-mêmes leur logement. Donc, magistrat, il prend son baluchon, il va aller voir auprès de gens si quelqu'un veut bien lui louer une maison où il y a de l'électricité et de l'eau courante. D'accord? Moyennant quoi? Vous le mettez dans une situation de promiscuité qui va créer la compromission. Pourquoi? Parce que, imaginons, le cas s'est trouvé, où le justiciable en question, qui est le bailleur du magistrat, est un homme d'affaires qui a beaucoup de contentieux au tribunal. Qu'est-ce que vous pensez qu'il arriva? Le magistrat qui loge chez lui
est celui qui va juger les affaires dans lesquelles il est parti. Et nous sommes devant des juridictions, pas à Lomé, mais des juridictions à l'intérieur, où on est devant des tribunaux de première instance ou de troisième degré. Alors, vous voyez, les situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on est magistrat. Alors, quand vous êtes jeune magistrat, placé déjà dès le début de votre carrière dans de pareilles situations, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Bon, ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a des pays qui ont réglé le problème autrement. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que le magistrat, parce qu'il est magistrat, il s'agit quand même du troisième pouvoir. Si vous le respectez au même niveau, aucun magistrat ne jouit des avantages et des privilèges d'un député. Les députés s'appellent honorables. Qu'est-ce qui les honore et qui ne devrait pas honorer le magistrat? Posons-nous la question. Oui. Quelle est la considération? Parce qu'elle est élective? C'est ça la légitimité, elle n'est que élective. Les magistrats, pardon, s'il faut les élire, élisons-les aussi. S'il faut ça pour leur donner toute la considération qu'il faut. Un député, il a une grosse cylindrée, il a une sécurité, etc. Combien de magistrats ont ça? Alors magistrat du parquet, vous enfermez quelqu'un dont les parents ou les amis, mais c'est arrivé à des magistrats en Côte d'Ivoire, où vous avez rendu une décision aujourd'hui qui a déplu cet après-midi, et les microbes qui sont au service de celui que vous avez condamné, mis en prison, ils vous font la peau dehors. Ils détruisent votre voiture, ils détruisent vos biens, ils brûlent votre maison. C'est les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et on voudrait avoir des parangons de vertu. Ce n'est pas possible. Et je dis que c'est une illusion totale que de venir dire oui, en les payant des clopinettes, parce que ce sont des clopinettes. Disons les choses comme ça, d'accord? En refusant de leur donner les conditions décentes de travail, c'est-à-dire un magistrat dispose d'ordinateurs suffisants pour lui et pour son greffier sur lesquels il travaille. Et quand vous êtes dans son bureau, vous pouvez lire tout de suite les PV, le déroulement de l'interrogatoire. Et quand il a fini l'interrogatoire, c'est pas à ce moment-là qu'on va vous tendre le PV à lire. Et il est déjà 16 heures. Vous êtes là depuis 9 heures et c'est maintenant qu'on vous demande d'avoir l'esprit tout à fait clair pour vérifier s'il n'y a pas de faute, etc. Voilà des conditions matérielles, mais tout à fait sommaires, dans lesquelles les nôtres travaillent. Alors, certains sont vraiment animés par des volontés de sacerdoce et ils font le travail avec un esprit de sacerdoce. D'autres sont devenus magistrats par un concours de circonstances. Ils ont réussi le concours de l'ENA. Et ils sont devenus magistrats parce que, par la voie du concours, on a dit qu'ils seront magistrats. Alors ils sont magistrats et ça devient un gagne-pain. Ouais. Il y en a aussi. Alors il faut quand même pitié pour eux aussi, mais mettons-les dans des conditions souvent plus exigibles de la vertu et vous verrez qu'ils seront vertueux. Kofi nous écrit d'Atapamé, bonsoir le plateau, je voudrais féliciter les magistrats intègres qui font des efforts pour dire le droit tel que la loi le prescrit, car la tentation est grande. Pour les encourager, le gouvernement doit les primer et les promouvoir. En ce qui concerne les magistrats véreux, ils doivent être simplement punis par les mécanismes disponibles afin de les décourager. Il me semble qu'il apporte de l'eau au moulin de Maître Sosa. Voilà, une interpellation à Maître Sosa. Le président de la Cour suprême, président du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, disait que c'est la minorité qui fait mal. Pourquoi jeter tous les magistrats en pâture au lieu de faire sanctionner la minorité qui fait mal en annonçant la suspension de l'exécution des décisions? La question à Maître Éric Sosa. Écoutez, votre téléspectateur a dit lui-même la complète vérité. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a dénoncé le comportement d'une minorité qui est malfaisante. Non, ça veut dire qu'il a conscience qu'il y a des situations qui sont pour le moins troubles et qu'il faut les régler. Donc si sur la base de décisions rendues par cette minorité nocive, on est en train de punir des gens sur le terrain et qu'on demande bas la terre, que nous vérifions d'abord que dans ces dossiers-là, qui sont problématiques, toutes les conditions légales ont été respectées, je pense qu'il est tout à fait dans son rôle et on devrait plutôt faire bon accueil du propos au lieu d'incendier celui qui le porte. Une autre interpellation encore à vous. Je voudrais demander à Maître Éric Sosa s'il ne sait pas
qu'en droit, la forme est plus importante que le fond. Si vous n'êtes pas médecin et vous traitez les gens, peu importe la qualité de vos soins, vous serez poursuivi pour pratique illégale de la médecine. Donc, si le président de la Cour suprême n'a pas compétence pour décréter la suspension générale de l'exécution d'une catégorie de décisions de justice, alors peu importe ce qu'il dira, vous devez savoir que sa décision n'a aucune valeur. Vous dites qu'il ne s'agit que d'un simple communiqué, mais c'est un communiqué qui crée des droits et en supprime d'autres. Est-ce normal de procéder ainsi? Bon, alors, je ne me souviens pas de son nom, mais je le remercie d'avoir reposé le problème. Personne n'a dit que c'est normal de procéder ainsi. J'ai dit au tout début de cette émission que le problème que nous avons, c'est que nous nous arc-boutons sur la personne qui parle et d'où il parle. On n'écoute pas le propos. Ici, il s'agit d'un propos citoyen qui nous interpelle tous. Est-ce que nous devions continuer comme ça en disant que un tel n'a pas le droit de parler de choses qui ne le concernent pas, alors que apparemment l'intéressé est plus que concerné, et ce qu'il dit relève complètement de son domaine d'activité quotidienne. Alors, il le dit en interpellant l'ensemble de ses collègues en disant « Chers collègues, vous savez, je vais faire référence à un discours qui a été prononcé en 1993 par le président Pierre Truche, Cour de cassation de Paris, de France. Et il disait « Nous exerçons un métier dangereux, nous magistrats. Nous exercerons un métier dangereux. Dangereux pour les autres. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une décision de justice, quel que soit son contenu, elle satisfait quelqu'un et elle opprime quelqu'un d'autre. Je dis bien opprime parce que le vécu, et après c'est une question d'idiosyncrasie, celui qui reçoit la décision comme une massue, elle estime que la terre s'est effondrée sous ses pas et que il va falloir subir. On va dire dura lex sed lex, la loi est dure mais c'est la loi. D'accord, alors quand on fait l'expérience de la dureté de la loi, on est rarement d'accord avec la loi, mais pourtant il faut bien l'accepter. C'est bien ça le principe. Donc quand on dit que le métier de magistrat est dangereux pour les autres, c'est-à-dire qu'il est dangereux pour les justiciables, alors dans ce cas, il faut l'exercer en ayant la main qui tremble à chaque fois, parce que une balle qui part sans contrôle, vous mettez à néant la vie de quelqu'un et les droits de quelqu'un. Vous n'avez jamais entendu de gens qui se suicident parce qu'on a prononcé une décision même pas de divorce ou pas de condamnation à la prison, simplement de retrait de la garde d'un enfant. La personne s'est suicidée. Que voulez-vous qu'il arrive à ce juge? Il se pose la question. Ma décision a occasionné la mort de quelqu'un par suicide. C'est des décisions lourdes. Alors, je dis souvent, le juge, quand il est seul, parce que la plupart du temps, et d'après la composition de nos tribunaux, les décisions se prennent dans la solitude du juge unique. Il repose sur ses épaules beaucoup de choses, la vie des gens, leur économie, enfin tout un tas de choses. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, ce juge doit se préoccuper de vertu. Parce que, effectivement, comme le disait si justement Robespierre, la justice n'est pas une administration, c'est une vertu. Maintenant, plaçons les gens, de par leur éducation d'abord, parce que je pense qu'il faut faire davantage de cours de philosophie à l'école de magistrature, autant qu'il ne faut faire du droit. Oui, parce qu'une fois magistrat... Pourquoi pas la théologie alors? Écoutez, non, on doit mettre ces affaires-là en dehors de nos considérations aujourd'hui. Non, parce que c'est vrai, le juge doit penser à l'implication sociale de sa décision. Pas uniquement se dire, moi j'ai dit le droit, point final, il se débrouille. Bonjour Plateau, c'est avec alacrité que j'écoute les analyses de maître Éric Emmanuel Sosa. Sincèrement, je trouve le communiqué du président du CSM très propre. C'est Bernard, juriste auditeur en droit maritime et droit des transports à l'université de Parakou au Bénin. Bonjour messieurs, moi je crois qu'on ne doit pas mettre en première place la situation financière des juges. Tout fonctionnaire togolais ou presque ont les mêmes situations. Faut-il accepter aux enseignants de mal faire, de mal enseigner, de mal faire leur travail parce qu'ils ne sont pas bien traités? Monsieur Akpabli. Mais on ne peut pas comparer les deux choses en fait. Il faut comparer les choses comparables en fait.
Le juge, le juge devant une décision réfléchit plusieurs fois quand même, avant de prendre une décision. Le juge ne prend pas, des bouquins pour pouvoir composer un jugement. Le juge réfléchit d'abord avant de prendre le jugement, avant de prononcer le jugement. Il prend en compte tous les aléas, les normes et les règles avant de prononcer un jugement. Le travail du juge est plus cérébral. Ça, il faut le savoir. Le juge n'est pas seulement la bouche de la loi, il est aussi le normatif de la loi. Ça, il faut le retenir en fait. Non, mais la comparaison avec l'instituteur me plaît beaucoup. Écoutez, voilà un cas précis dans nos sociétés. Celui qui veut devenir riche ne devrait pas se destiner à l'enseignement. C'est un métier où vous avez une assurance d'être pauvre toute votre vie jusqu'à la retraite. La pension de retraite aussi, elle sera vraiment minimale, homéopathique. Bon, mais nous avons tellement besoin d'enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le plus beau des métiers. Avant cela, il y a le métier de sage-femme. Donner la vie aux gens, aider à accoucher, c'est un métier formidable, mais les sages-femmes sont rarement millionnaires. Et les instituteurs et les professeurs qui les suivent sont difficilement millionnaires. Quand ils arrivent à construire leur maison, c'est que vraiment, ils ont réussi un tour de force. D'affectation en affectation, vous trouvez où les moyens d'acheter le terrain et puis les sacs de ciment. Bon, bref, ça c'est un détail. Mais beaucoup d'enseignants font leur métier de façon admirable. C'est titanesque qu'on leur demande. Mais on les met dans des situations où, parfois, ils sont au bord de la révolte prométhéenne. Parce que quand vous enseignez dans certaines contrées de nos pays, où même la craie devient une denrée rare, et quand vous allez en ville avec votre propre argent, vous ne trouvez pas de craie pour pouvoir acheter et enseigner, vous faites comment lundi? Certains enseignent dans ces conditions-là. Mais on ne dit pas non, ils sont mauvais. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que à tous les niveaux, mais puisque nous parlons de justice, principalement parce qu'il s'agit d'un pouvoir consacré par la Constitution, il faut le mettre à un même niveau de considération que les autres pouvoirs. L'exécutif est écrasant, le législatif le suit et il est complètement obèse de privilèges que les magistrats ne connaissent jamais. Ouais. Alors voilà. Nous allons donner la parole à Dr Bito. Il a le désavantage de ne pas être sur le plateau ici. Dr Bito, nous allons conclure le plateau avec vous. On vous a compris, vous estimez qu'il y a d'autres mécanismes qui auraient pu permettre de régler plus consensuellement ce problème foncier. Mais maintenant que le vin est tiré, faut-il le boire? Que faut-il faire maintenant, à votre avis? Comment rendre comment on dit, la paix civile à travers le règlement judiciaire des problèmes fonciers? Merci. J'avais déjà dit que, à mon sens, nous sommes à un point crucial et nous devons saisir cette opportunité pour résoudre le problème dans son ensemble. Le problème de la justice se pose au niveau national. Alors, concrètement, l'idée donc, des donnez-nous états les pistes. généraux. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui. L'état généraux de la justice, où toutes les associations, toutes les ordres, tout le monde qui est de l'intérêt dans cette justice sera appelé les citoyens ordinaires pour débattre de quelle justice nous voulons dans ce pays-là. Mais au point plus concret, je crois que le problème du foncier est un élément fondamental. Ceux qui ont fait un peu le droit économique savent l'importance du foncier dans une nation. C'est la richesse la plus stable en fait. Et je dirais que nous devons assister notre justice en créant une médiation foncière, en introduisant plutôt une médiation foncière obligatoire. Quand vous amenez un problème comment on appelle, tous les problèmes ne doivent pas juste passer comme ça devant les juges. Nous devons avoir comme un peu la conciliation introduite au niveau des divorces. Nous devons faire une médiation première, que les actions qui portent sur le foncier soient d'abord médiées. Si la médiation ne porte pas les fruits, qu'on puisse passer à l'étape du contentieux. Parce que cela permettra de résoudre certains problèmes. Des fois, c'est des incompréhensions des tests, des fois, c'est l'ignorance des droits des justiciables.
Si nous le faisons comme ça, nous allons d'abord libérer les tribunaux de, on dit que 80%, 60 ou 80% des litiges sont fonciers. Nous allons libérer beaucoup les tribunaux et donner un peu de l'espace aux juges. Donc, obligatoirement, voir comment est-ce qu'on impose une médiation obligatoire. On peut aussi, et en plus, je dirais, au niveau du juge de la mise en état, dans certains systèmes, le juge de la mise en état permet à travers des discussions à certains partis de comprendre qu'ils n'ont pas d'action, que leur action n'est pas solide. Donc, donner cette possibilité au juge de la mise en état de pouvoir engager les partis pour faire comprendre certains, mais vous n'avez pas d'action, au lieu d'aller encombrer la justice, votre action n'est pas solide. Il y a aussi l'information du justiciable. Vous savez, quand vous prenez le problème de la justice au Togo, ou même dans plusieurs secteurs au Togo, il y a l'absence d'information. Les gens n'ont pas l'information. Et nous avons des gens, vous allez découvrir par exemple qu'il y a des gens qui se baladent à Lomé, qui se sont déclarés spécialistes de tel, qui n'ont aucune connaissance. C'est eux qui viennent te dire par exemple, ah je connais tel juge, je peux faire ceci. En réalité, tu lui donnes l'argent, le juge ne voit jamais l'argent. Donc, à la fin, on te dit, je lui donne l'argent, mais tu n'as aucune preuve. Donc, faisons une campagne d'information, que le gouvernement fasse une campagne d'information pour expliquer. Et qu'on fasse de sorte que ceux qui n'ont pas le droit de pratiquer une fonction ne la pratiquent pas. Il y a trop de démarcheurs dans nos pays. Et enfin, par rapport aux juges, je crois qu'il est aussi sage de dire que dans leur fonction, ils doivent être introduits aux conséquences économiques des actions, des décisions de justice. Ça, c'est une discipline qui existe dans le droit anglo-saxon. Vous savez, le droit anglo-saxon est un peu plus pro-économique. Quand ils prennent les décisions, ils voient en fait l'aspect économique aussi. Alors, quand on prend une décision qui va déménager tout un quartier ou peut-être tout un village, le juge doit se poser une question. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller mettre des gants pour voir comment est-ce qu'on prend cette décision qui prenne en considération toutes les considérations. Donc le juge, je crois que c'est une formation qu'il faut suggérer à la formation des juges, le droit et l'économie. Pour qu'ils comprennent aussi qu'il ne s'agit pas d'appliquer du droit à 100% tout le temps. On applique les tests en fonction de notre conscience, en fonction des tests, mais aussi nous devons voir les conséquences économiques de notre décision. Donc je pense que des éléments comme ça, qui sont débattus dans le cadre comment on appelle, des États généraux. Ce n'est pas nouveau quand j'en parle depuis les gens me regardent comme je viens d'une autre planète. Même la France met actuellement en train de débattre de ça, puisque nous avons bien copié la France. Elle est en train de débattre des États généraux. À ce moment, nous discutons quelle justice nous voulons. Qu'est-ce qui ne marche pas? Aujourd'hui, on te parle d'indivision. Indivision de la propriété lorsqu'il y a dans une famille, comment on appelle, lorsqu'il y a un décès, enfin, les héritiers sont dans l'indivision. Les gens ont confié de faire les biens, par exemple, à des gens et à leur grand frère, par exemple, à la mort de leur papa. Le grand frère a tout vendu aux gens. Et par le passé, comme le foncier n'était pas de grands intérêts, les gens ne s'en fichaient. Mais les gens reviennent 30 ans, 50 ans plus tard pour dire non, j'étais membre de cette famille, on ne m'a pas donné. Ouais, et ça revient. Il y a aussi cette conciliation du droit coutumier qui est avec le droit foncier. Tout ça, c'est trop de choses qui posent des problèmes sérieux aux juges. Nous devons nous asseoir pour discuter dans le cadre des États généraux, savoir qu'est-ce que nous faisons. J'ai bien aussi mentionné ces messieurs derrière leur bureau qui ont le pouvoir d'appeler les juges. J'ai aussi bien mentionné ces messieurs de la classe sociale, ces messieurs communs qui se baladent avec des sacs d'argent. J'ai bien mentionné ces propriétaires qui font beaucoup de magouilles. Donc c'est le cadre d'en discuter pour savoir quelle forme de justice nous voulons. Et quand nous allons sortir de là, que tout le monde s'engage à respecter. Parce que le vrai problème dans nos pays, personne ne veut respecter les règles. On veut tous les contourner. Oui. Et qu'il y ait Votre message est bien passé. Des pères dans la maison qui donnent, qui assurent que les règles sont respectées.
Merci. Vos conclusions ont été Pardon? consignées. Hein. Il n'y a pas de greffier au plateau Oui. ici. Mais Puisque vous c'est avez bien parlé noté. plus que Merci moi, beaucoup, vous avez parlé docteur plus que moi. Théo, Maître Sosa d'avoir été en a- duplex Maître avec Sosa a nous pris, depuis les- New Orleans, aux les États-Unis. deux cadres Nous allons conclure du débat. l'émission C'est une ici blague, au c'est une blague. plateau. Donc, Le je temps vous de relayer remercie. ce message Maître de Sosa, c'est un plaisir Boyodi qui nous vraiment écoute de Cara échanger avec par vous. rapport au communiqué du président de la Monsieur Cour suprême Atali, du Togo c'est et qui également un fait plaisir. polémique selon lui. Moi, j'ai compris ça très simplement que le président même, s'il n'est pas la personne indiquée, veut dire tout simplement qu'il faut arrêter l'hémorragie et ensemble avec l'appareil judiciaire et le gouvernement, tous les acteurs, il faut que tous les acteurs réfléchissent. Donc, je soutiens l'idée du président. On dit souvent que quand on se sent morveux, on se mouche. Docteur Sosa, Maître Sosa, un téléspectateur se demande ce qu'il en est des déguerpissements, des démolitions occasionnées par l'État, notamment dans l'emprise des voies publiques. Est-ce que le téléspectateur se demande s'il faut des décisions de justice alors, les démolitions alors ici, nous ne de sommes l'autorité publique? Nous ne sommes pas à proprement parler dans le conflit foncier. Nous sommes plutôt confrontés à un problème de droit administratif et on parle de domanialité publique. Et ce qui relève du domaine public doit faire l'objet, pour son occupation, d'une autorisation préalable. Bon, l'État a des privilèges et sur ce qui est l'emprise sur la voie publique, aucune occupation ne devrait être autorisée. Et lorsque on s'arroge le droit de venir s'installer anarchiquement sur ce qui s'appelle la voie publique, l'autorité administrative, qu'elle soit le maire ou à une échelle supérieure, régionale, a le pouvoir de décider que la voie publique doit être restaurée à l'usage pour lequel il a été créé. Mais il se fait que des taxes sont perçues pendant plusieurs années. Écoutez, auprès de l'occupation, attention, la licité de l'occupation n'est pas la condition de la perception de la taxe. Quand vous occupez l'espace public, même illégalement, vous devez payer la taxe. C'est un peu comme les prostituées qui payent les impôts ou la TVA sur leurs prestations. L'activité est illégale, mais vous êtes redevable de la TVA et de l'impôt sur les bénéfices économiques. Et voilà. Donc, économique et industriel, pardon, BIC. Donc, à partir de ce moment-là, il y a ici une confusion qu'il faut absolument dissiper. L'État a un droit régalien sur son domaine public et il ne s'agit pas de venir lui disputer quelques droits que ce soit à l'occupation si elle n'est pas autorisée. Voilà. Deux questions pour qu'on ne sait pas. La première, comment les victimes de ces démolitions de force peuvent exploiter ce communiqué du président de la Cour suprême pour retrouver le sommeil? Parce que c'est ça aussi la question. Certains continuent d'avoir le sommeil perturbé malgré la sortie du président de la Cour suprême. Comment peuvent-ils se prévaloir de ce communiqué pour se faire rétablir dans un certain nombre de droits? Ce que moi je sais à propos de ce communiqué-là, ça veut dire que si par exemple ta maison a été déjà cassée et tu te retrouves dans cette situation-là... Non, si ce n'est pas encore cassé. Si ce n'est pas encore cassé là, mais tu peux profiter de cette situation pour leur dire, bon, voilà le communiqué du président de la Cour suprême, donc on arrête d'abord l'hémorragie et puis après on va discuter. On arrête l'hémorragie, on discute après. Parce que je ne peux pas laisser que ma maison soit cassée d'abord avant de discuter. Vous venez me voir que vous devez casser ma maison parce que j'ai occupé un terrain qui vous appartient. Voilà le communiqué du président de la Cour suprême. Arrêtons l'hémorragie et puis on va discuter après. Maître Sosa? Non, mais écoutez, devant ce genre de situation, moi, je ne préconise rien. Mais je pense que ce qui devrait être d'application saine, puisqu'il s'agit désormais, s'agissant d'exécution de jugement, de la prérogative du parquet, c'est le parquet. Vous savez, en matière de poursuite pénale, le parquet a l'opportunité de la poursuite. Ici, le parquet peut avoir aussi l'opportunité de l'exécution d'une décision qui est porteuse potentiellement de troubles à l'ordre public important. Donc, en décidant de reporter l'exécution, il avise de l'opportunité de cette exécution. C'est tout, et je pense que quand le cas survient, je n'ai pas conseillé, je dis que c'est ma lecture des choses. Il vaudrait mieux
interpeller le parquet en le saisissant officiellement pour dire dans telle situation où mes droits sont encore à préserver, je demande à ce que on fasse bas la terre. Et si c'est le parquet qui apprécie si oui ou non cette requête est recevable. Voilà. Et en 30 secondes, on nous pose le cas des expropriations sans indemnisation dans cette là encore, non, là encore, attention, quand on parle de conflit foncier, le conflit foncier ordinaire, il oppose des citoyens entre eux. Mais lorsque c'est des conflits qui opposent l'État à des citoyens, on n'est pas du tout dans le même ressort. Nous sommes dans le ressort du contentieux administratif, et dans le contentieux administratif, la matière de l'expropriation est conditionnée par une indemnisation préalable. Oui, au cas où il n'y a pas eu indemnisation. On saisit les tribunaux administratifs pour obtenir la juste indemnisation, parce que c'est la loi et c'est le code qui l'impose. Merci, on va s'arrêter là. Docteur Akpabli, merci d'être passé chez nous. Oui, merci. Ouais, ce fut un plaisir. Docteur Bito, est-ce qu'il est toujours avec nous? On peut lui dire au revoir au moins? Au revoir. À bientôt. Maître Sousa, merci aussi d'être passé sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Et à nos fidèles téléspectateurs, nous disons merci aussi. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.